Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Histoire du conflit israélo-palestinien avant l'État d'Israël, le sionisme et le peuplement de la Palestine. En 1896, Theodor Herzl fait paraître Der Judenstaat, traduit en français sous le titre « L'État des Juifs ». Il expose son programme dès l'introduction. Personne n'est assez fort ou assez riche pour déplacer un peuple d'un lieu d'habitation et le transférer dans un autre. Seule une idée peut accomplir cette grande tâche. L'idée de l'État juif a sans doute un pareil pouvoir. Dans la longue nuit de leur histoire, les Juifs n'ont cessé de rêver ce rêve royal. Qu'est-ce que le sionisme ? L'État des Juifs soit, mais pour qui, avec qui et contre qui et où le placer ? D'ailleurs, quel peuplement en Palestine avant l'État d'Israël ? Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l'établissement en Palestine d'un centre national juif. Nous avons attendu 2000 ans. Il fera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif. Attendons encore, Avoir un pays jusqu'à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. pour ce peuple, comme vous nous appelez. Ça semble très important. Enfin, en ce qui concerne le territoire de la Palestine, c'était surtout entre la France et l'Angleterre un partage. À Bâle, j'ai créé l'État juif. Dans 5 ans peut-être, dans 50 certainement, tout le monde le reconnaîtra. Henri Laurence, bonjour. Bonjour. Cette histoire qui nous intéresse, celle du conflit israélo-palestinien, ne peut être qu'une histoire sur le temps long. Ce n'est pas possible autrement, il y a des mots qui reviennent sans cesse. Terre sainte. Alors là, c'est plutôt d'un point de vue chrétien, mais terre promise. Quel est le regard porté sur un temps très long par les Juifs sur ce morceau, là, ce petit bout de territoire dans le monde autour de Jérusalem ? Disons, pour simplifier grossièrement les choses, qu'après la diaspora, la porte romaine, vous avez un désir religieux de retour qui prend souvent la forme d'un messianisme. Et en particulier au XVIIe et XVIIIe siècle, vous avez en Europe des mouvements messianistes juifs, Sabbatai Zevi, et puis ensuite Jacob Frank. Et donc, ils annoncent à la fois l'arrivée du Messie, pour se dire eux-mêmes d'ailleurs. Tout simplement. Bon. Et ils drainent des foules vers la Palestine. Mais bon, ça marche pas. Il y a des tas de... En particulier, le premier se convertit à l'islam à la fin, donc c'est un peu plus gênant. Ah oui, c'est même l'inverse de ce qu'il comptait faire au début. Voilà, et surtout les rabbins se méfient du messianisme à partir de ces deux épisodes qui sont considérés plus ou moins comme des catastrophes dans le judaïsme européen. Et donc, dès qu'il y a quelque chose qui apparaît comme messianique, ils freinent. Oui. Et c'est pour ça que quand le mouvement nationaliste va émerger dans des situations compliquées à la fin du XIXe siècle, il y aura une très grande méfiance des autorités religieuses. Ouais, parce que c'est ça la question. Dès qu'il est question des Juifs, il y a de l'orthographe qui arrive. Juif, J majuscule, Juif, J avec une majuscule. Alors, minuscule, majuscule. La minuscule, c'est le côté religieux. La majuscule, c'est le côté peuple. Mais c'est toute cette question que vous évoquez à l'instant, Henri Laurence. Premier temps, c'est un mouvement religieux, 18e siècle, encore du 19e siècle. Et au 19e siècle, c'est un changement qui s'opère. Là, il y a quelque chose qui est plus lié à l'idée de peuple. Oui, pour un historien, c'est épouvantable, parce que l'anglais, lui, fait pas de problème, il met des majuscules partout, donc le problème est réglé. Tandis que si on met une minuscule, on se fait traiter de partisan de telle thèse, et si on met une majuscule, on se fait accuser par l'autre côté. Donc c'est insupportable. Mais c'est la même chose pour la région, pour sunnites, chiites, maronites, etc. Toutes ces communautés exigent la majuscule. Oui, parce que c'est ça la question, religion ou peuple. Est-ce un peuple lié obligatoirement à une religion ? Qu'est-ce qui se passe au 19e siècle dans la lecture que l'on peut avoir d'un retour sur une terre promise ? Est-ce que là, on est sur quelque chose de uniquement religieux ? C'est toujours religieux, bien sûr, ici. Mais est-ce que dans ce grand mouvement de création des identités nationales, ces nationalismes du 19e siècle, on peut inscrire ce mouvement de juifs de retour en terre promise? Si on prend une expression qui n'est pas d'époque, mais qui est très explicite, c'est-à-dire le Yiddishland, c'est-à-dire cette vaste région qui va de la Pologne, qui est à l'époque partagée par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche, jusqu'aux
toute la partie ouest de l'Empire russe. Donc dans le Yiddishland, vous avez de multiples choses qui se passent. D'abord, c'est la population qui croît démographiquement la plus vite dans le monde. Au 19e siècle. Donc des familles de 8-9 enfants, exactement la même chose plus tard avec les Palestiniens, ce sera le même mécanisme. Donc il y a ce point-là. Il y a la naissance des nationalismes. Alors nous, on nous a appris à l'école qu'il y avait deux formes de nationalisme, le français qui était un choix, les Allemands qui étaient un héritage, pour simplifier les choses. Mais là, il y en a un troisième, qui est l'idée en Europe centrale et orientale, qu'une nation se construit sur l'association entre une langue, une religion et un territoire. C'est-à-dire, donc, pour être grec, il faut être hellénophone, donc la langue. On renvoie à un passé historique ancien qu'est la Grèce antique. Et il faut une religion qu'est l'orthodoxie. Si vous voulez être russe, là, vous avez l'Empire russe, il existe. Mais si vous n'êtes pas orthodoxe, vous n'êtes pas russe, même si vous parlez le russe. Pour les Polonais, même si vous parlez le polonais, il y a un problème. Si vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas polonais, et ainsi de suite. C'est la même chose pour les Serbes, les Bulgares, et tous ceux qu'on veut dans cette région. Donc le sionisme en tant qu'idéologie politique est typique de cette région de l'Europe centrale et orientale, avec le point particulier, c'est que c'est un passage aux extrêmes parce qu'il n'y a rien. Il faut une langue. Ils vont l'inventer. L'hébreu moderne. Il faut un territoire. Il n'est pas là. C'est le territoire des ancêtres, donc il faut y aller. Il faut une histoire. L'histoire, ça va, on a la Bible, qui est en quelque sorte la preuve historique. Alors là, ça renvoie à tout un autre problème, qui est l'historicisation de la Bible au XIXe siècle. Quand Ernest Renan, par exemple, écrit Histoire du peuple juif, à la fin du XIXe siècle, le peuple juif, ça devient un acteur historique. Et c'est à ce moment-là que vous intervenez, Chloé Rosner, bonjour. Parce qu'il faut cette histoire. Alors, la Bible, bien sûr, formidable document pour s'inscrire dans une histoire très lointaine, mais ça ne suffit pas. Et au XIXe siècle, il y a ces fouilles archéologiques, creuser la terre patrie, une histoire de l'archéologie en Palestine, Israël. C'est ça, c'est ce que vous avez étudié, c'est comment au XIXe siècle, on creuse, mais on creuse toujours à dessein. Qu'est-ce qu'on cherche ? Oui, les premières fouilles ont en réalité plutôt lieu en ce qui concerne la communauté juive qui réside en Palestine plutôt à partir des années 20. Mais il est évident que déjà depuis la seconde moitié du XIXe siècle, des institutions savantes occidentales sont à la recherche des vestiges, surtout bibliques, de la Palestine, dans l'idée de retrouver cette terre sainte, de la rendre de la matérialiser, de la rendre concrète et donc de prouver la véracité du texte biblique. Et dans toute cette effusion scientifique, la communauté juive cherche également à se placer et à créer ses propres institutions et à chercher ses propres vestiges et à les préserver. Alors, je vous demande pas s'ils ont trouvé au sens où est-ce que ce qu'ils ont trouvé était vrai, c'est pas ce qui nous intéresse. En revanche, eux-mêmes prenaient la Bible et allaient sur les lieux cités dans la Bible pour essayer de trouver la preuve de ce qui était écrit. C'est ça la démarche en fait. En ce qui concerne l'avant 1948, parce que dans mon ouvrage je m'intéresse aussi à l'après donc 1948-1967, ce qui est intéressant, c'est que des institutions savantes juives finalement elles s'intéressent surtout aux périodes dites talmudiques, donc ce qui se rapproche plutôt à l'héritage, tout ce qui relève plutôt de l'histoire gréco-romaine. Donc il y a vraiment en fait un intérêt pour toutes les périodes qui suivent finalement le moment où les Juifs sont exilés. Donc il y a un intérêt aussi pour montrer qu'en fait la présence juive est attestée. Il y a un lien ininterrompu en fait, même après les périodes bibliques. Donc ça c'est très intéressant de noter en fait ce moment de bascule, quelque chose où on voit que les institutions juives s'intéressent finalement à des périodes qui ne sont pas bibliques et qui sont celles qui fascinent en fait les institutions plutôt occidentales.
Henri Laurence, c'est vrai que ce qui vient d'être dit là, c'est aussi notre littérature, ce goût du XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, début XIXe siècle, Chateaubriand, Jérusalem. On s'intéresse. C'est important de souligner parce que nous parlons du conflit israélo-palestinien avec l'après-Seconde Guerre mondiale comme un début, mais pas du tout. L'intérêt sur cette région-là, sans vraiment la comprendre et la connaître, la Palestine, Jérusalem, c'est quelque chose qui est très ancien. Oui, alors pour le 19e siècle, on dit que les 3 best-sellers non-fiction en français, c'est le voyage de Paris, l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand, La vie de Jésus de Renan et La France juive de Drummond. Oui. Et on voit bien les centres d'intérêt. Voilà, il y a un intérêt puissant. Ça se voit par les tirages de livres. Ouais, tout simplement, avec au XIXe siècle, l'ensemble de ces phénomènes qui se mettent en place, ce que vous venez d'évoquer, Henri Laurence, sur cet intérêt littéraire, l'intérêt archéologique, ou en tout cas écrire une histoire, le nationalisme, c'est un cocktail dans lequel évolue Théodore Herzl. Un matin d'août 1949, un peu plus d'1 an après la création de l'État d'Israël, un avion des forces de l'air israéliennes arrivait à l'aéroport de Lydda. Il transportait la dépouille de l'homme qui avait su refaçonner les destinées du peuple juif. Sur cette colline qui domine Jérusalem, le prophète de l'État juif trouvait le lieu de son ultime repos. Il s'appelait Théodore Herzl. Il était né à Vienne en 1860. Et dans cette Vienne de la fin du siècle dernier, adonnée au luxe et au plaisir, Théodore Herzl, lui, demeurait obsédé par le problème juif. La solution du problème juif, c'est la création d'un État juif, écrivait-il pour la première fois en 1896 dans un opuscule intitulé L'État juif et traduit aussitôt en plusieurs langues. 18 mois plus tard, à Bâle, se réunissait le premier congrès sioniste mondial qui proclamait « Le sionisme a pour but de donner au peuple juif en Palestine un foyer national garanti par le droit public. » Herzl pouvait écrire dans son journal « À Bâle, j'ai créé l'État juif. Dans 5 ans peut-être, dans 50 certainement, tout le monde le reconnaîtra. » L'émission Panorama en 1966 présente Théodore Herzl. Henri Laurence, pourquoi lui ? Pourquoi porte-t-il cette idée qu'il est nécessaire, on est à la fin du 19e siècle, de créer quelque part un État juif ? D'abord, il y a un peu une usurpation. Le mouvement a commencé bien avant lui. Et donc, il monte sur un train en marche, même s'il va l'incarner. Ensuite, pour simplifier les choses, là encore, on note une immigration juive venue de l'Empire russe et des Balkans à partir de 1860 à peu près. Ce sont des cas individuels, mais ça arrive. Aux alentours de 1880, il y a ce qu'on appelle la première alia, la première montée, si vous voulez. Ce sont des gens qui viennent de l'Empire russe et qui c'est lié à la catastrophe, à l'assassinat du tsar et aux pogroms qui suivent l'assassinat du tsar, pogroms tolérés, voire encouragés par les autorités. Alors, mais très vite, ces gens-là se rendent compte qu'ils arrivent à rien sur le plan économique, ils sont pas organisés, et ils vont frapper à la porte de celui qu'on appellera le bienfaiteur, le baron Edmond Rothschild, de la branche française des Rothschild, en disant en gros, si vous n'êtes pas à notre secours, on va être obligé de se convertir au protestantisme, parce qu'il y a des tas de missionnaires protestants anglais qui sont là et qui nous font de la pression. Et donc, très progressivement, Edmond Rothschild va s'impliquer dans cette colonisation juive de la Palestine, créant des colonies agricoles avec un encadrement français, ce qui donne d'ailleurs la protection consulaire française à ces colonies. Mais la stratégie d'Edmond Rothschild est une stratégie de ne pas faire de bruit, pour ne pas avoir de problème avec les autorités locales, même s'ils bénéficient de la protection de la diplomatie française. Ce qui fait que quand Herzl se lance dans sa prédication, en quelque sorte, pour Edmond Rothschild, c'est une catastrophe. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce que dit Herzl, c'est qu'il faut obtenir une protection étrangère, parce que sinon,
à un moment ou à un autre, les autorités ottomanes arrêteront ou même détruiront cette implantation des colonies juives. Donc, il y aura une controverse entre Herzl et Edmond Rothschild, ce qui fait que Herzl ne va jamais en France. Oui. Il ne prend aucun contact avec les autorités françaises parce que la Troisième République soutient. Et une petite anecdote aussi qui est très intéressante, c'est la réaction du grand rabbin de France à l'époque, un grand monsieur qui s'appelait Zadok Khan, et qui dit le problème avec monsieur Herzl, c'est que si on fait un État juif, on sera obligé d'appliquer la loi juive. Et visiblement, pour un grand rabbin de la Troisième République, c'est pas pensable. Oui. C'est pour ça, évoquer le monde juif comme un tout à la fin du 19e siècle, c'est un contresens. Et c'est cette multiplicité de chemins qui nous permet de comprendre ce qui est en train de se construire avec, et il faut peut-être faire un peu de géographie, Chloé Rosner, en cette fin du 19e siècle, début du 20e siècle, cette région, la Palestine, c'est quoi, on l'a cité, c'est l'Empire ottoman, c'est ça ? Oui, c'est l'Empire ottoman. En tout cas... Une partie de la Palestine, comme on l'identifie généralement, c'est aussi un Sandjak ottoman qui est devenu indépendant, donc qui va des monts de Judée jusque près de Gaza, qui est déjà une entité. C'est géré par les Ottomans, oui. Oui, c'est déjà un lieu très particulier, parce qu'il y a ce poids de Jérusalem. Utiliser le terme indépendant, c'était techniquement parlant. Oui. Ça veut dire que le Sandjak de Jérusalem dépend directement de Constantinople, oui, et non pas de Damas ou de Beyrouth, qui sont les grandes métropoles locales. Et pourquoi ? Parce que le Sandjak de Jérusalem, c'est de la dynamite, ce sont les lieux saints. Et les lieux saints, c'est la cause de la guerre de Crimée. Et donc, les Ottomans sont extrêmement prudents pour éviter une seconde guerre de Crimée. Oui. Parce que là, c'est dans ce contexte-là qu'on a alors ces premières fouilles, vous l'avez bien dit, Chloé Rosner, cette recherche autour de Jérusalem, c'est là, ça se construit, mais c'est à tâtons, c'est pas à pas. Qui finance, par exemple, moi je pense, du côté des Juifs européens qui s'intéressent, qui va financer tout ça ? Au départ, dans un premier temps, en tout cas, les institutions savantes sont très très réduites. C'est plutôt un idéal plutôt qu'une réalité. Quelque chose va vraiment se concrétiser avec le mandat britannique qui va offrir une autre type de système qui leur permettra plus de s'engager sur le terrain. Mais en tout cas, ils essayent à la fois pour leur projet, en tout cas archéologique, intéresser la population locale, la société juive locale, mais aussi ils essayent d'approcher la diaspora. Et en l'occurrence, il y a de nouveau un affrontement avec Rothschild français, parce que Rothschild, lui, conduit ses propres fouilles, mais lui, c'est pour le compte de la France. C'est pas pour le projet, en tout cas... parce que on en discutera peut-être, mais les institutions savantes sont très très proches du milieu sioniste. Donc là, c'est pas dans un intérêt national juif comme l'envisagent les savants des institutions auxquelles je m'intéresse, mais ils s'opposent. Et d'ailleurs, les savants de ces institutions le prennent avec... C'est assez difficile à digérer pour eux. Oui, d'ailleurs, vous posez la question, mission sacrée ou sioniste, ce qui nous conduit sur ces lieux saints, Sion. Perpétuant une tradition millénaire, les fidèles ont attendu sur les toits de la synagogue du Mont Sion le lever du soleil. La croyance affirme en effet que le soleil reprend tous les 28 ans la place qu'il occupa au jour de sa création. Perçant les nuées, annoncé au son des trompes de David, l'astre tel qu'il sortit des mains divines apparaît au peuple élu qui manifeste sa joie en embrassant les rouleaux de la loi. De grandes réjouissances commencent alors pour célébrer cet événement auquel peu de juifs peuvent se vanter d'avoir assisté 3 fois dans leur vie. En 1953, les actualités françaises présentent le Mont Sion. Henri Laurence, alors, le sionisme. Déjà, le Mont Sion, donc c'est quoi Sion ?
Oh, c'est un terme comme un autre pour créer ou incarner le mouvement, mais c'est un lieu saint à côté de Jérusalem, tout simplement. Et ce nom-là est repris et sert à qualifier ce mouvement, le sionisme. Donc le sionisme et Sion nous conduit à Jérusalem. Le sionisme, c'est quoi? Donc c'est un mouvement qui prône le retour à la création d'un État juif. Il y a plusieurs formes de sionisme. Alors il y a un sionisme dit culturel, qui consiste à créer un centre intellectuel juif en Palestine qui illuminera la diaspora, mais il ne s'agit pas de créer un État juif. Ça s'incarnera plus tard par l'université hébraïque de Jérusalem. Il y a le sionisme politique, donc ça c'est les descendants de Herzl, enfin c'est Herzl et sa suite, qui dit ça sert à rien de coloniser la Palestine tant qu'on n'a pas une protection internationale. Il y a le sionisme colonial, si vous voulez, dit pratique, qui lui dit il faut acheter des terres, il faut créer des institutions, etc. Et puis alors ensuite, quand le grand successeur de Herzl, après quelques années de veuvage, ce sera Weizmann, et lui qui est chimiste, donc il inventera le sionisme synthétique, qui consiste donc à marier le sionisme politique et le sionisme pratique. Weizmann, le premier président de l'État d'Israël, après la Seconde Guerre mondiale. Surtout celui qui a obtenu la déclaration de Balfour et qui est le chef du mouvement sioniste pendant au moins une vingtaine d'années. Oui, parce que ce sont des choses que nous avons tous en tête. Les enseignants, les enseignantes travaillent sans cesse à nous apprendre. C'est au programme. Au collège, au lycée, le conflit israélo-palestinien. Et tous ces éléments-là ont besoin d'être rappelés sans cesse. Vous venez de dire, Henri Laurens, déclaration Balfour. Tout de suite, ça évoque quelque chose dans nos têtes sans que l'on sache très bien de quoi il s'agit. Nous sommes en 1917. Qui est Balfour ? C'est le ministre des Affaires étrangères de Sa Gracieuse Majesté, donc le secrétaire au Foreign Office. Et en 1917, quelle est cette déclaration ? Qu'est-ce qu'il déclare ? Ça a été un texte tellement négocié que c'est comme tous les textes qui sont à la base du conflit. Il faut des kilomètres d'interprétation pour savoir exactement ce qu'il veut dire. Donc, le gouvernement de Sa Majesté reconnaît que le peuple juif, la création en Palestine, pas de la Palestine, mais en Palestine, d'un foyer national juif pour le peuple juif, compte tenu que les intérêts civils et religieux des communautés non juives soient préservés. Je simplifie, je n'ai pas la formule directe sous les yeux. Ce qui est évidemment très compliqué, d'abord parce que les autres sont définis comme des non-juifs, et non pas ce qu'ils sont musulmans ou chrétiens, ce qui est déjà en soi. Ensuite, c'est une affaire compliquée parce que ça renvoie aux rivalités impériales françaises et britanniques dans la région durant la Première Guerre mondiale. Ça renvoie au climat de 1917 avec la révolution russe, l'entrée en guerre des États-Unis. Et puis, de toute façon, c'est sans importance. Je dis, quand le 2 novembre 1917, le cabinet de guerre britannique vote la déclaration de Balfour, c'est un hors-d'œuvre, parce que la question principale est de savoir si l'armée française va tenir sur le choc après les mutineries qui ont suivi la bataille des Chemins des Dames. Ça, c'est la préoccupation des Britanniques. Voilà. Claire Rosner. Oui, en tout cas, 1917 marque aussi une sorte de tremplin pour le mouvement sioniste qui, déjà, on l'a brièvement mentionné, mais qui est quand même assez minoritaire en Palestine avant la Première Guerre mondiale. C'est un mouvement qui en est encore assez balbutiement, qui n'est d'ailleurs pas sûr d'installer ses institutions sur place. Ça prend du temps pour s'installer véritablement et donc déclarer ouvertement que c'est en Palestine que va s'établir le projet sioniste dans toutes ses dimensions. Et je pense que 1917, en tout cas, marque un temps où on voit que le mouvement sioniste se dit, il y a une brèche, on peut vraiment avancer dans nos différents projets. Déclaration Balfour. 9 novembre 1917. Déclaration Balfour. Le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l'établissement en Palestine d'un centre national juif et fera tous ses efforts pour faciliter la réalisation de cet objectif.
étant bien entendu que rien ne devra être fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existant en Palestine, ou aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans quelque autre pays que ce soit. Vous voyez, hein, Henri Laurence, vous l'aviez complètement en tête, cette déclaration Balfour. Vous êtes professeur au Collège de France et vous avez, on retrouvera ça sur le site du cours de l'histoire sur France Culture, consacré de nombreux ouvrages à cette question-là, crise d'Orient, mais surtout la question de la Palestine en 5 volumes. Pourquoi 1917, il y a cette déclaration du Royaume-Uni, enfin de Balfour, à l'égard des Juifs, un foyer national juif. Quel est l'intérêt ? Il y a 2 choses. 1917, c'est d'abord essayer de donner un facteur favorable dans la négociation compliquée entre Français et Britanniques, puisque les accords d'Sykes-Picot sont censés internationaliser la Palestine, c'est-à-dire en faire un condominium franco-britannique. Et donc les Britanniques sont en train de renier leurs paroles, mais ça n'a rien d'étonnant de leur part. Donc ça, c'est cet aspect, donc ça fait partie du dossier. Et puis surtout, il faut voir la dimension apocalyptique de l'année 1917. On est dans la 3e année de la guerre mondiale. Les souffrances sont terribles. Et les alliés, les Français, les Britanniques, ont besoin du soutien des États-Unis. Or, les grandes banques à New York qui financent l'effort de guerre franco-britannique entre 1914 et 1916 sont souvent des banques juives. Et par exemple, c'est pour ça qu'elles refusent de donner des crédits à l'Empire russe. Antisémite. Et puis, il y a cette révolution russe qu'on connaît mal. Parce que y a de la distance et on pense que les Juifs qui sont des affreux internationalistes sont derrière la révolution russe. Et donc c'est l'idée qu'on va pouvoir à la fois, grâce à la déclaration de Balfour, avoir dans son camp la Banque internationale juive et l'internationalisme révolutionnaire. C'est complètement absurde, mais c'est ce que croit une partie des dirigeants britanniques. Alors ça marche pas tout simplement pour une première raison, c'est que les États-Unis sont entrés en guerre au printemps 1917, donc c'est plus les banques, mais l'État américain qui prête. Et d'autre part, on a dit 9 novembre, la réunion du cabinet de guerre c'est le 2 novembre, mais c'est le 9 novembre, c'est la publication. Et le 9 novembre 1917, c'est la prise des palais d'hiver et la seconde révolution russe. C'est-à-dire que s'il y avait un facteur juif dans la première révolution russe, ce qui est douteux, en tout cas, il n'y en a pas dans le parti bolchevique. Et puis, faut rappeler la méfiance que l'on doit avoir de la téléologie, c'est-à-dire raconter les événements parce qu'on en connaît la fin. Et cette déclaration Balfour est très périphérique. C'est pas ce qui fait la une des journaux. On ne parlerait que de ça à ce moment-là. Vous l'avez dit, Henri Laurence. Il y a la révolution en Russie, c'est la Première Guerre mondiale, c'est la catastrophe. Et puis même pour le sionisme, Chloé Rosner, on est sur des phénomènes qui sont, je peux pas dire en marge, parce qu'ils existent, ils sont là, mais c'est pas un mouvement massif dans ces années. Là, on a eu quelques individus qui sont venus s'installer. On peut parler d'achat de terre, juste, mais c'est pas du tout encore un mouvement massif. Non, je pense que ça reste assez minoritaire. Après, il y aura une augmentation de la population juive en Palestine, surtout à partir des années 30, en tout cas, parce que là, l'immigration juive, elle n'a pas la même teneur. C'est plutôt, elle est moins idéologiquement motivée. Elle est plus liée aux événements et à la montée de l'antisémitisme en Europe. Donc là, ça change aussi les dynamiques, ça change la société juive sur place, ça change aussi le rapport finalement aussi au projet sioniste, comment chacun se l'approprie ou le vit. Et puis, la situation même de la Palestine a changé au cours de la Première Guerre mondiale. Des pourparlers ont eu lieu, des accords que l'on appelle les accords Sykes-Picot, qui ont été signés entre la France et l'Angleterre au printemps 1916, pour se partager entre ces deux puissances, et l'Italie a encore quelques morceaux à l'appui, et la Russie aussi. Mais enfin, ce qui concerne le territoire de la Palestine, c'était surtout entre la France et l'Angleterre, un partage. Et dans ces accords Sykes-Picot, la France devait avoir une zone d'influence en Syrie, l'Angleterre dans la région de Mésopotamie, qui est devenue l'Irak, et la Palestine devait être internationalisée. Or, la Palestine était un excellent rempart de défense pour l'Égypte, à ce moment-là anglaise, pour le canal de Suez, qu'il fallait absolument protéger.
Et l'internationalisation de la Palestine ne faisait pas l'affaire du tout des Anglais. Ils ont donc été à la recherche d'un moyen, je dirais, élégant, pour sortir de ces accords Sykes-Picot qu'ils avaient signés parce qu'il fallait garder l'alliance dans la France, parce qu'il y avait la guerre en Europe, que chacun des deux avait besoin de l'autre et qu'on ne pouvait pas se battre pour cela en 1916. Mais il fallait préparer un après-guerre. C'est l'historienne Renée Neher-Berheim qui s'exprimait en 1969 à propos de ces accords. Donc signés en 1916, ça se passe pendant la guerre, on l'entend, ces accords Sykes-Picot, la déclaration Balfour, on est pendant la guerre, mais les conséquences sont énormes après-guerre. Alors c'est quoi l'état de la Palestine après la Première Guerre mondiale, Chloé Rosner? C'était sous domination ottomane avant, mais l'Empire ottoman est démantelé. Oui, donc au départ, c'est, donc comme on l'a dit, une sorte de compétition et finalement, presque parfois, il y a quand même un peu de collaboration franco-britannique autour de qu'est-ce qui va être le sort de la Palestine. Mais à partir de 1920, la Palestine passe sous un mandat britannique qui est donné, donc un mandat donné aux Britanniques qui doit répondre à des principes mandataires et qui sont donc de conduire la population locale à être indépendante, et ils ont aussi des obligations vis-à-vis de la déclaration Balfour qu'ils ont. Donc il y a cette double dynamique qui se met en marche pendant cette période mandataire. Oui, parce qu'il y a une population locale, faut le rappeler sans cesse. Henri Laurentiac, donc bon, il y a, ce sont des Palestiniens, musulmans, j'imagine pour la plupart. Et il y a déjà des Juifs qui se sont installés depuis quelques années. Et il n'y a pas que, j'imagine qu'autour de Jérusalem, il y a d'autres populations. De toute façon, on est au Proche-Orient, je veux dire. Vous avez des populations qui sont là depuis des siècles, voire des millénaires. Prenons le cas des Samaritains. Bon, ils sont 150 en 1918. Il reste presque plus rien, mais ils sont pratiquement les seuls qui pourraient revendiquer une occupation continue sur plusieurs millénaires. Aujourd'hui, il nous doit être 450 à peu près de mémoire. Mais en dehors de ça, vous avez une histoire longue de cette région. Il est bien évident que les habitants de la Palestine n'ont pas disparu comme ça à la fin de l'Empire romain, comme si tchoc, tout simplement, il y a eu d'abord conversion de l'essentiel des Juifs de Palestine au christianisme. Donc à l'époque du 4e, 5e siècle, il est resté à ce moment-là encore une population juive relativement importante en Galilée, qui était encore dans l'agriculture. Elle disparaîtra au 7e siècle au moment de l'arrivée des Arabes et de l'islam. Et là, massivement, là encore, des Juifs de Palestine se convertissent à l'islam à ce moment-là. Ce qui fait que vous aurez dans l'islam palestinien l'intégration d'un ensemble de textes qu'on appelle les Israéliyat, c'est-à-dire les faits d'Israël, qui, à travers deux conversions religieuses, si vous voulez, fait que il y a que les prophètes de la Bible sont des prophètes de l'islam, que les lieux saints de la Bible sont les lieux saints de l'islam, et ainsi de suite. Il y aura une querelle des lieux saints potentiels, parce que simplement les lieux saints chrétiens, ça intéresse ni les juifs ni les musulmans, mais par contre, juifs et musulmans se battent pour les mêmes lieux saints ailleurs. Alors, à travers l'histoire, vous avez eu aussi l'arrivée de tribus arabes, donc classiquement, il y a eu arabisation de la région. Vous avez l'arrivée de Kurdes, à travers plusieurs époques, même donc il y a un certain nombre de familles qui sont d'origine kurde. Même vous avez aussi l'arrivée d'Égyptiens à d'autres moments, parce que tout simplement ils vivent dans le même espace. Et puis vous avez les mouvements démographiques complexes de l'histoire de la région. Et aussi l'évolution des structures agraires de la région qui complexifie un peu les choses. Mais pour dire des choses tout à fait simplement, pour les raisons liées au petit âge glaciaire, les espaces de basse altitude en Palestine, mais c'est valable pour l'ensemble de la Méditerranée, sont abandonnés parce que on est noyé sous l'eau.
des grands orages, etc. Donc, ils deviennent des marécages, donc il y a de la malaria. Donc, les régions littorales sont peu peuplées, d'autant plus que les autorités ottomanes qui suivent ce qu'avaient fait avant eux les Mamelouks interdisent le peuplement du littoral palestinien pour interdire aux croisés de revenir. Et il y a un changement de stratégie ottomane à partir de 1750. À peu près, qui ordonne au contraire le repeuplement de littoral avec la montée en puissance de la ville d'Acre, qui devient quasiment un proto-État à la fin du... C'est eux qui battent Bonaparte en 1799, le siège d'Acre, avec le soutien des Anglais. Et la campagne d'Égypte. Donc, si vous voulez, et puis arriver des Arméniens, qui est importante à partir du XVIIe siècle. Alors, si vous discutez avec des Palestiniens d'aujourd'hui, ils revendiquent la totalité de ces héritages, aussi bien des Juifs de l'Antiquité que des tribus arabes, que des Kurdes, que des Arméniens, etc. Oh, l'archéologie n'est pas simple dans ces conditions-là, Chloé Rosner. Oui, non, j'allais rajouter, et certains le disent mieux que moi, mais je pense aussi ce qui est intéressant, c'est que le mandat britannique va modifier la manière dont les populations sont classifiées. Je veux dire, il y a aussi un moment où l'Empire ottoman, la manière dont on va dire les populations locales, les Palestiniens s'identifient, va être modifiée. Les Britanniques ont tendance plutôt à les classifier selon leur religion. Et donc ça modifie aussi le tissu local, la société. Et effectivement, faire de l'archéologie, c'est compliqué. Mais ce qui est, pour le dire très très brièvement, les autorités mandataires ont un intérêt forcément pour l'héritage judéo-chrétien. Ils vont valoriser davantage les fouilles de sites bibliques. D'ailleurs, ils vont même sécuriser leurs propres fouilles dans le cadre du mandat. Avant même que le mandat soit mis en place, ils ont parfois déjà établi une liste de sites qui les intéressent, parmi lesquels Ashkelon. Il y a aussi ce qui est appelé la cité David, l'Ophel, qui est à Jérusalem. Il y a cet intérêt-là, et c'est un intérêt qui est convergent avec les institutions juives sur place. Donc il y a un dialogue qui arrive à s'opérer sur ce plan-là. Ceci dit, pour le mentionner très brièvement, dans l'administration mandataire pour les antiquités, parce qu'il y a un département des antiquités qui est créé, il y a aussi des archéologues palestiniens qui sont employés et qui ont d'ailleurs été dont on s'est plus souvenu comme étant des employés de l'administration des antiquités, mais ils ont fouillé aussi la Palestine. Oui, ils ont fouillé la Palestine, mais le regard porté sur ces fouilles est plutôt judéo-chrétien, intérêt sioniste et intérêt également de celui qui détient le mandat, le Royaume-Uni. Un simple exemple, le palais du calife Hicham à Jéricho, oui. Qui est un endroit absolument magnifique avec des pavements d'une beauté extraordinaire. Donc c'est un palais qui doit dater de 730-740. Ce sont des archéologues palestiniens du service des antiquités du mandat qui ont fait la fouille. Bon, ensuite, ça a été repris. Oui. Mais ça montre aussi qu'il y avait une archéologie islamique au travail. Au travail, c'est ce que font les Britanniques quand ils ont ce mandat sur la Palestine, avec toute une politique de division. Les Britanniques avaient dès le départ une conscience aiguë du fait que pour pouvoir rester longtemps, il fallait qu'ils divisent. Le premier acte de la division est un acte d'une perversité absolue. Dans le premier recensement que les Britanniques font, ils créent des catégories qui n'existaient pas dans les recensements. Ils créent une catégorie juif, ils créent une catégorie arabe, et ça a été en permanence cela. C'est-à-dire, faisons-les se battre les uns contre les autres, et nous serons éternellement les arbitres du jeu. Elias Sambar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO, un témoignage qu'on peut entendre dans le documentaire Une terre deux fois promise, diffusé sur Arte, documentaire de Blanche Finger et William Carell en 2018. Henri Laurence, vous en pensez quoi de cette analyse-là? Le mandat britannique a clivé les populations. Non, les processus sont beaucoup plus compliqués que ça. C'est en gros, dans l'ensemble du Proche-Orient, sur les ruines de l'Empire ottoman, il y a à la fois la constitution des États modernes et en même temps l'affirmation des communautés.
ce qui est un peu contradictoire, ce qui explique que vous avez des problèmes entre sunnites et chiites en Irak, la division communautaire du Liban, il y a la même chose en Syrie dans la même période, et donc la Palestine mandataire connaît la même évolution que l'ensemble du Proche-Orient, avec une exception forte, c'est que la communauté juive se structure à un mode moderne, électoral, politique, tandis que la communauté musulmane se structure autour d'un haut conseil islamique qui donne un titre qui n'existait pas avant, Grand Mufti de Jérusalem, ça n'existait pas avant les Britanniques, une fonction pratiquement au Grand Mufti d'être chef de communauté. Le terme que j'utilise, c'est ethnarque. Donc c'est l'ethnarque des musulmans, et comme les chrétiens se sont massivement ralliés aux musulmans dans la compétition avec les juifs, il est aussi ethnarque des chrétiens. Autour du Mufti de Jérusalem, il y a beaucoup de chrétiens, et de l'autre côté, vous avez évidemment une opposition à ce personnage. Mais la division communautaire, elle est dans la logique infernale de l'histoire de l'entre-deux-guerres dans cette région du monde. C'est pas une volonté des Français ou des Britanniques de la créer. Ils prennent acte. Oui, Chloé Rosler, c'est bien ça, hein, c'est que la division, on va dire, est déjà présente et le mandat n'est pas. La cause, alors, il y a peut-être accentuation de l'identité, mais c'est un mouvement beaucoup plus large et ça c'est exactement la même chose ailleurs au même moment. Mais en tout cas, le mandat britannique et le mandat français aussi, que ce soit au Liban et en Syrie, ça participe de ça, ça crée des identités très nettes. Oui, en tout cas, en ce qui concerne la société juive en Palestine à cette période-là, elle se structure aussi à la fois de façon indépendante, donc elle a son propre, par exemple, système éducatif qui est hors du système britannique, donc il y a cette structuration qui se fait en extérieur. Mais ce qui est intéressant aussi, je pense, à souligner quand même, c'est que le mouvement sioniste, enfin en tout cas les personnes qui sont sur place, vont aussi intégrer les structures mandataires. Donc il y a un peu quand même une double dynamique qui s'opère. À la fois ils sont indépendants et en même temps ils utilisent le mandat britannique parce que déjà ils peuvent y travailler, parce que pour certains, ils sont éduqués en Europe, et ils arrivent à intégrer les structures. Donc je pense que ça, c'est aussi un point qui est intéressant à souligner, en tout cas. Dans ces années 1920-1930, il y a toujours celles qui sont partisans d'un État juif. Puis il y a toujours ce sionisme que vous avez évoqué, Henri Laurence, qui est plus un sionisme culturel, mais qui se concrétise par des déplacements de population, des gens qui quittent l'Europe où l'antisémitisme est bien présent et qui viennent s'installer là. Mais là, on est sur des parcours individuels ou alors dans le cadre d'associations. On n'est pas encore dans l'idée d'un État d'Israël. Je vous pose la question autrement. Est-ce que dans ces années 1920-1930, l'idée qu'un État juif puisse être créé en Palestine est une évidence ou c'est complètement farfelu? Alors, en théorie, c'est farfelu, puisqu'il y a le livre blanc de Winston Churchill en 1922. Churchill était à l'époque secrétaire aux colonies, qui dit qu'il n'y aura pas d'État juif. Et donc le mouvement sioniste avait accepté, approuvé ce livre blanc, tout en pensant évidemment qu'ils iraient dans l'autre sens. Mais tactiquement, ils avaient accepté le livre blanc. L'immigration juive, il faut la comprendre en fonction de l'histoire mondiale. Le moment important, c'est les lois sur les quotas aux États-Unis, qui en fait interdisent pratiquement la migration juive d'Europe centrale et orientale vers l'Amérique du Nord. Ça, c'est un élément important. Il faut aussi avoir une attraction économique. Il y a beaucoup plus de juifs polonais et autres qui émigrent en France qu'en Palestine durant l'entre-deux-guerres. Parce que l'économie française manque de main-d'œuvre. Et donc, elle attire à elle aussi bien des chrétiens polonais que des juifs polonais, etc. Le sionisme n'a pas une grande force économique. En fait, il fait un peu, pas du Ponzi, mais presque. C'est-à-dire, vous avez des immigrants qui arrivent avec des capitaux, donc ça donne un élan technique, et puis les capitaux s'épuisent, et on tombe en crise économique jusqu'à la vague d'immigration suivante. Donc vous avez ce qu'on appelle la 4e alia, enfin la 3e au lendemain
de la guerre mondiale et la quatrième au milieu des années 20, qui était une immigration entre guillemets de bourgeois polonais suite aux mesures antisémites de la Pologne dans cette période. Et puis un effondrement en 1929-1930, tout simplement parce que vous avez la crise mondiale et donc les gens donnent moins au mouvement sioniste parce qu'ils ont moins d'argent. Et puis, vous avez un redémarrage à partir de 1932 de l'immigration juive, d'abord liée au mouvement antisémite qui s'exacerbe en Europe. Et puis, janvier 1933, Hitler au pouvoir en Allemagne et, entre guillemets, réouverture de la question juive à ce moment-là. Et alors, l'agence juive qui gère le mouvement sioniste à ce moment-là passe des accords avec l'Allemagne nazie pour transférer des biens de juifs allemands sous forme d'équivalent machine, c'est un accord de troc. Donc, vous avez quelques milliers de juifs allemands qui arrivent avec de l'argent en Palestine, ce qui permet de financer la venue de juifs polonais qui sont beaucoup plus nombreux que les juifs allemands à venir en Palestine. Je parle polonais parce que l'Union soviétique existant, les juifs de l'Union soviétique ne peuvent plus bouger et que la grande population juive de l'entre-deux-guerres en Europe, elle est en Pologne. Hein. Et oui, bien sûr. Et donc, c'est les événements polonais qui rythment le mouvement. Alors, jusqu'à 1933, les évolutions démographiques rendent impossible la question de l'État juif. Tout simplement, ils sont trop peu nombreux pour 10, 15, 20% de la population au maximum. Par contre, à partir de 1933, il y a la possibilité qu'à un horizon relativement réduit, les Juifs deviennent majoritaires en Palestine. Dès lors, l'État n'est peut-être plus une utopie. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, avant l'État d'Israël, le sionisme et le peuplement de la Palestine. Que veut dire Sion ? Sion veut seulement dire Israël. C'est un nom très ancien. Les Juifs vivent en exil depuis très très longtemps. D'abord à Babylone et ensuite dans le monde entier, Shanghai, Brooklyn. On a prospéré partout où on est allé. Peut-être parce qu'on est doué pour faire des affaires avec des personnes qui nous détestent. Avoir un pays pour ce peuple, comme vous nous appelez, ça semble très important. Pourquoi n'y êtes-vous pas alors ? Parce que je vis ici. Mon grand-père est venu de Russie et maintenant on a un magasin sur la 5e avenue. J'irai en vacances, mais je ne suis pas obligée d'y vivre. Je sais que ça existe. Et ça me suffit. Pour moi, c'est plus un idéal qu'un pays. Une utopie. On nous a parlé de ce mot à l'université de Marmara. Utopie. En fait, il a un double sens en grec. Eutopos, qui veut dire l'endroit merveilleux. Et utopos, qui veut dire l'endroit qui n'existe pas. Et oui, ce paradoxe évoqué dans la série Mad Men sur l'État. Un État juif. Chloé Rosner, des Juifs s'installent. Il n'y a pas d'État, hein. On est vraiment dans les années 1920-1930. Mais de plus en plus de Juifs arrivent avec une chronologie qu'on vient d'entendre. 1933, Hitler au pouvoir. C'est vrai, de nouveaux déplacements de population. Comment ça se passe avec les populations locales déjà là ? Tension ou pas tension ? Oui, les tensions, bon, elles sont... Souvent, on met les années 30 comme étant le moment où ça se cristallise, mais en réalité, il y en a déjà dès le début. Enfin, je pense que Henri Laurence le dira mieux que moi en termes de chronologie, mais les tensions, en fait, elles sont toujours permanentes. C'est surtout en 1936 avec la Grande Révolte, qui est en fait issue aussi, qui est précédée par une grève et ensuite qui va accentuer les tensions intracommunautaires, où là, c'est vraiment un moment de bascule et qui pousse, en tout cas, moi, par la petite loupiote que j'ai eue au travers de l'histoire de l'archéologie, j'ai vu dans les sources, j'ai lu que les adeptes du sionisme, en tout cas, qui sont dans des institutions savantes, ont un discours qui devient davantage offensif. On n'est plus finalement le mouvement sioniste, en tout cas, se sent
se sent fragilisé face aux tensions avec la population palestinienne locale et puis aussi avec les réactions britanniques. Donc là, on sent qu'il y a un besoin de changer la stratégie et de passer dans l'offensif. Henri Laurence, c'est vrai que ces tensions, elles ont la même chronologie en fait que l'arrivée des populations juives qui n'étaient pas là, mais on n'est pas du tout dans un premier temps, j'imagine, sur quelque chose lié à l'origine, c'est des achats de terre, enfin la terre est précieuse. Ouais, c'est quand après la déclaration de Balfour, les autorités juives, les mouvements sionistes, disent c'est nous les maîtres. Et alors évidemment ça cogne. Et en particulier en 1920, il y a déjà des premières violences. Alors, il y a une commission d'enquête britannique faite par les militaires qui conclut en disant « cet animal est méchant, il l'attaque quand il se défend ». Citation française qui conclut le rapport britannique. En fait, les autorités coloniales britanniques, elles sont mission de l'homme blanc, etc. Elles se sentent plus proches des indigènes, entre guillemets, arabes, que des juifs modernes qui les embêtent constamment. Donc, il y a ce jeu. Alors, la Palestine mandataire, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Il y a plus de fonctionnaires britanniques en Palestine qu'en Inde. C'est absolument affolant. Et en fait, ils sont un peu dans le système du pont de la rivière Kwai. Et ce sont des techniciens, des ingénieurs britanniques qui font un travail admirable de mise en valeur du pays. Et puis, ils vont vers la fin où tout va exploser à leur nez. Et ils vont être complètement désemparés. Quand on regarde les archives, on sent déjà dans les années 20 que les responsables britanniques au niveau le plus élevé demandent qu'est-ce qu'on fait là en Palestine ? Ça n'a pas de sens. Alors, les tensions, elles sont liées aux structures agraires, ça c'est évident, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut analyser les régions et la croissance démographique arabe qui est extrêmement importante. Aussi, en 1930, après les émeutes de 1929, les Britanniques envoient une nouvelle commission d'enquête qui découvre que les Juifs et les Arabes ne s'entendent pas, ce qui quand même... il aurait dû s'en douter depuis un certain temps, mais surtout qu'il n'y a plus de terre disponible en Palestine. Alors, vous avez à ce moment-là un jeu qui est les autorités mandataires demandent à Londres d'arrêter ou de freiner la migration juive et le mouvement sioniste fait pression à Londres pour que ces décisions ne soient pas prises. Et donc, à chaque fois que les Arabes palestiniens ont le sentiment que les Anglais vont leur donner quelque chose parce que le haut-commissaire leur a dit « on va faire ça pour vous », c'est annulé à Londres. Donc, les Juifs contrôlent le pouvoir britannique, ce qui est en fait beaucoup plus compliqué que cela. Et puis, ça mène en effet l'explosion de 1936. Dans une première phase, l'été 36, la grève générale, et septembre 37, la grande révolte. Imaginez que 10% de l'armée britannique dans le monde en 1938 est en Palestine. Et la répression britannique est absolument terrible. C'est la plus grande révolte anticoloniale de l'entre-deux-guerres dans l'Empire britannique. C'est pour mater les Arabes qui se révoltent. Voilà, et Hitler en profite en disant « Regardez, vous m'accusez de maltraiter les Juifs, mais regardez ce que les Anglais font aux Arabes. » Ouais, tout simplement. Et puis il y a le rôle du grand moufti de Jérusalem qu'on peut citer encore une fois, on l'a déjà évoqué, mais pour terminer, c'est vrai qu'il a une place importante dans cette histoire-là. Oui, c'est un peu l'éthnarque, le chef de communauté. Il n'est pas fondamentalement anti-juif, il a été élevé par un responsable de l'Alliance israélite universelle. Et il a fait ses premières écoles dans les écoles françaises de l'Alliance israélite universelle. Donc, simplement, en tant que chef politique et religieux, il a tout à fait peur que le sionisme conduise à l'expulsion de la population arabe. Et donc, en tant que membre d'une famille riche, etc., il serait plutôt conservateur, mais il, entre guillemets, se radicalise à partir de 1936 et préfère prendre la voie de la lutte
devenir le chef politique de la lutte de la révolte, ce qui conduit à son exil à ce moment-là. Alors c'est un opportuniste, hein. Il a fait à peu près des offres de service à tout le monde, hein. Il a servi les Britanniques, il a servi les Français en 1938-1939 quand il est en exil au Liban. Il a servi l'Allemagne nazie quand il est en exil en Allemagne en 1941-45 et ensuite il fera des propositions aux Soviétiques. Et voilà, c'est ces personnages-là qui ne sont pas simples. Tout est complexité dans cette histoire-là, mais la complexité doit être posée pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, ce long conflit israélo-palestinien. Merci vivement à tous les deux. Henri Laurence, et je rappelle la question de Palestine, c'est ces 5 volumes que vous avez publiés. Merci Chloé Rosner, Creuser la terre patrie, que vous publiez aux éditions du CNRS, pour cet éclairage. Le panorama est là. Nous allons poursuivre cette réflexion sur l'histoire israélo-palestinienne dans cette série d'émissions. Merci vivement à tous les deux. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les historiens peuvent-ils faire du vrai avec du faux ? La diffusion des fausses nouvelles n'est pas un phénomène nouveau. Dès le Moyen-Âge, les documents falsifiés, voire inventés de toutes pièces, ont été monnaie courante, avec des conséquences parfois très importantes sur le plan politique ou juridique. Pour illustrer cette chronique, j'ai choisi l'exemple d'un faussaire qui n'a jamais été démasqué de son vivant. Il s'agit du colonel Abraham de Pury, un notable de Neuchâtel, qui fut l'ami de Jean-Jacques Rousseau. Nommé conseiller d'État en 1765, il fut démis de ses fonctions 2 ans plus tard par le roi de Prusse, alors prince de Neuchâtel, pour s'être opposé à sa politique fiscale. Pury voulut se venger de cette humiliation en se lançant dans un combat acharné pour que le pays de Neuchâtel s'émancipe du joug prussien et rejoigne la Confédération helvétique. C'est dans cette perspective qu'il fabriqua des documents historiques censés prouver l'ancienneté et l'étroitesse des liens entre Neuchâtel et la Suisse. Il publia dans la revue de la Société d'histoire du canton de Neuchâtel les mémoires du chancelier de Montmolin, ouvrage dans lequel il citait des inscriptions latines imaginaires pour prouver l'origine romaine de Neuchâtel. Dans un autre livre, intitulé « La chronique des chanoines », il exhiba des documents qui démontraient, d'après lui, que dès le XVe siècle, des troupes neuchâteloises avaient contribué aux grandes victoires militaires des cantons suisses. Ces pièces historiques, fabriquées de toutes pièces, furent mobilisées pendant longtemps par les partisans d'un rattachement complet de Neuchâtel à la Suisse. L'habileté du faussaire était si grande que la supercherie ne fut découverte qu'1 siècle après sa mort. À la fin du XIXe siècle, des érudits signalèrent des incohérences lexicographiques et chronologiques, remettant en cause l'authenticité de la chronique des chanoines, et démontrèrent que c'est le même auteur qui avait rédigé les mémoires du chancelier de Montmolin. Mais ces textes avaient connu une telle diffusion et une telle renommée au cours du XIXe siècle, à Neuchâtel et au-delà, que de nombreux historiens s'en étaient servis. Même Jules Michelet, dans son Histoire de France, s'extasia sur la prose de celui qu'il prenait lui aussi pour un chanoine chroniqueur du XVe siècle. « Je n'ai rien lu nulle part de plus vif, ni de plus français, dit-il. » La preuve matérielle que ces faux documents ont bien été forgés par Abraham de Pury n'a pourtant été apportée que très récemment, grâce à l'étude minutieuse des archives de la famille de Pury déposées aux archives de l'État de Neuchâtel. La lecture attentive de ces textes révèle l'existence d'un véritable atelier de faussaires et les complicités dont a bénéficié Abraham de Pury auprès de notables neuchâtelois unis par des liens de famille et d'amitié et surtout par leurs idées pro-helvétiques. Même si la collecte de matériaux authentiques fait partie des compétences essentielles d'un archiviste, cet exemple nous rappelle que l'histoire ne s'écrit pas uniquement avec des documents originaux. Les faux documents, ainsi que la documentation annexe qui en découle, peuvent représenter des sources historiques de première importance pour l'historien. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Boeck, aujourd'hui la technique d'Alia, émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Fidel, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Maïwen Guizou, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.